Merci encore. Alors, donc, nous allons vous parler du diabète en Afrique, notamment les spécificités. Notre présentation va se dérouler en 3 plans. D'abord, la spécificité épidémiologique, ensuite, les spécificités cliniques, et nous allons terminer en disant un mot sur l'organisation des soins, la formation et la recherche. Alors, on le sait tous, le diabète est un véritable enjeu de santé publique. Le nombre des diabétiques va augmenter dans cette nouvelle vague autour de 55% dans le monde. Et malheureusement, l'Afrique va payer le plus lourd tribut avec une augmentation qui va dépasser pratiquement les 100%. Et vous le voyez, la population va pratiquement doubler. La population des diabétiques en Afrique va pratiquement doubler. Alors, cela témoigne déjà de la vision du professeur Hilary King dans les années 1990, quand il avait déjà prévu cette véritable augmentation. Entre 1995, 2000 et 2025, il disait que les pays en vivent une véritable catastrophe. Une véritable catastrophe. En revanche, au plan mondial et africain, Dubois et le docteur Cook pensaient plutôt qu'il n'existait pas de cas de diabète en Afrique. De même, Rive à Abidjan, en 1960, pensait également qu'il n'y avait pas de diabète, notamment en milieu rural. Cependant, certains Africains comme Max Sankale, dans les années 1980, avaient déjà publié près de 1000 cas au congrès de Dakar. Qu'est-ce que l'Afrique? Il faut dire que l'Afrique est le deuxième plus grand continent, avec près d'1 milliard d'habitants, près de 1000 ethnies, 60 nations, avec cependant des disparités du point de vue socio-économique. L'Afrique connaît également la transition démographique la plus rapide, avec notamment l'augmentation de l'espérance de vie, malgré l'infection à VIH-Sida, qui entre 1960 et 1990 est passée de 39 ans à 54 ans, avec notamment une modification des différentes classes d'âge. Et on le voit bien, les classes d'âge à partir de 45 ans et 55 ans seront les plus représentées. Une urbanisation tout aussi rapide, en effet, entre 2000 et 2025, vous voyez que l'urbanisation va pratiquement doubler. On le voit ici lorsqu'on compare l'urbanisation au niveau de l'Afrique. Entre 1970 et 2050, il va y avoir pratiquement 25% d'urbanisation. C'est pareil pour l'Asie. Alors que lorsque vous regardez les pays comme l'Europe, les populations ne vont véritablement pas beaucoup bouger. Cette urbanisation s'accompagne de conséquences diététiques, avec une alimentation traditionnelle qui devient un peu moderne, avec notamment ce qu'on appelait la coca-colisation. On le voit également, les marchés traditionnels vont être progressivement transformés en supermarchés modernes. L'urbanisation s'accompagne malheureusement d'une sédentarité. Les populations rurales vont devenir de plus en plus sédentaires, quitter les villages, arriver en ville et avoir plutôt des emplois sédentaires. Cela a comme conséquence le surpoids. Mais malheureusement en Afrique, ce surpoids va être considéré un peu comme la norme. Il va y avoir une valorisation et une promotion de la beauté africaine qui est représentée par la femme voluptueuse, avec les concours en Côte d'Ivoire, Miss Aoulaba, au Sénégal, Miss Djangoma, et puis au Bénin, la reine Anna. Alors qu'en Afrique du Sud, on dit qu'il s'agit de la femme qui fait trembler la terre lorsqu'elle marche. C'est cette femme-là qui est considérée comme la reine de beauté. La conséquence de tout cela, c'est que l'Afrique va vivre un véritable drame avec ce qu'on appelait le triple fardeau,
D'une part, l'endémie des maladies transmissibles, le sida, le paludisme, la tuberculose, l'épidémie des maladies non transmissibles, l'obésité, le diabète, l'hypertension, les dyslipidémies, les maladies cardiovasculaires, et la pauvreté qui va aller de façon croissante. La prévalence du diabète va augmenter dans les pays africains, mais également en nombre également. Vous voyez que dans le top 10 africain, le Nigeria et l'Afrique du Sud sont au devant de la scène. Cependant, certaines prévalences vont dépasser les 10%, notamment en RDC, République démocratique du Congo, et au Kenya. Cela va s'accompagner de coûts extrêmement importants pour la société. Et on le voit ici, le coût direct du diabète revient à pratiquement 67 milliards, et cela c'était déjà en 2009. En Côte d'Ivoire, les travaux réalisés montrent que souvent, c'est tout le budget familial qui est emporté par la prise en charge du diabète dans nos familles. Le diabète constitue ainsi donc un véritable fardeau humain et économique avec un taux important de décès. Et ce taux de décès va concerner malheureusement les populations les plus jeunes en dessous de 60 ans. Cela va avoir comme conséquence des spécificités cliniques. Ainsi donc, en ce qui concerne les critères diagnostiques, avec l'adjonction de l'utilisation de l'hémoglobine glyquée pour le diagnostic du diabète, est-ce que la glycémie capillaire a encore sa place? En effet, les travaux montrent que l'utilisation de la glycémie capillaire donne des résultats relativement fiables et la glycémie capillaire peut être utilisée pour le diagnostic du diabète. Plus récemment, nos confrères de la Tanzanie ont présenté une étude qui a comparé l'intérêt de l'hémoglobine glyquée et de la glycémie à jeun en utilisant les lecteurs de glycémie. Et on se rend compte ici que bien qu'elle ait une sensibilité assez importante, l'hémoglobine glyquée ne peut être utilisée compte tenu du coût qui est pratiquement 2 à 3 fois plus élevé qu'une glycémie capillaire. En ce qui concerne la sensibilisation et la prise en charge du diabète, quand on regarde l'exemple d'un pays comme le Cameroun, un pays d'Afrique centrale, on le voit bien, moins d'un tiers des sujets diabétiques qui sont suivis ne sont pas contrôlés médicalement. Donc, la prévalence importante, le retard diagnostique et l'absence de contrôle va avoir des conséquences extrêmement graves sur la mortalité et les complications liées au diabète. Le deuxième élément sur les caractéristiques cliniques du diabète en Afrique subsaharienne, il s'agit de l'hétérogénéité de la maladie. Cette hétérogénéité concerne pratiquement 10 à 25% des formes atypiques. Et la forme la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle le diabète atypique à tendance cétosique. Il s'agit d'un diabète à début bruyant, avec cétose, des rémissions fréquentes et prolongées, l'absence de marqueurs d'auto-immunité de type 1, la dysfonction d'insulinosécrétion qui est partiellement réversible et une insulinorésistance multitissulaire. Plusieurs noms ont été évoqués pour caractériser ce type de diabète. Aux États-Unis, une Pierrez a rapporté 77 cas pratiquement en 10 ans. En France, Sogui et Jean-François Gauthier ont rapporté près de 111 cas. Et en Côte d'Ivoire, à ce jour, nous avons plus de 200 cas. Mona Beka également a rapporté 57 cas au Congo. Joro et les collaborateurs ont rapporté 19 cas. Et nous avons également lu récemment qu'en Tunisie, il y a eu près d'une trentaine de cas qui ont été décrits. Donc il s'agit d'un diabète plutôt fréquent, qui était auparavant classé type 1B, mais qui pourrait s'agir d'un diabète de type 2, d'un sous-type de type 2. En revanche, les diabètes tropicaux sont pratiquement en régression, liés à une carence, à une atteinte du pancréas, avec notamment une pancréatite chronique calcifiante liée à la dénutrition chez les enfants. Alors, en ce qui concerne le diabète de type 1, l'incidence est également en augmentation, notamment en Zambie et au Nigeria. En Côte d'Ivoire, la prévalence du diabète de type 1
est de 0,4% à Abidjan. Et dans ce groupe de patients, la mortalité reste extrêmement importante à cause des erreurs diagnostiques. Du fait que la formation, il n'y a pas encore d'endocrinologue pédiatre. C'est depuis 2 à 3 ans que nous avons commencé à avoir les premiers endocrinologues pédiatres formés pour la prise en charge, pour le diagnostic et la prise en charge de ces cas. Le diabète du sujet âgé pose également un véritable problème de santé publique. La prévalence étant élevée, plus de 20% des patients et la mortalité, 50%, plus de 50% des décès sont liés à l'âge. Donc, il y a non seulement les complications diabétologiques, mais surtout les complications gériatriques qui malheureusement ne sont pas encore évaluées dans la prise en charge de nos patients. J'ai vu également qu'en Algérie, il y avait des études qui avaient été réalisées, également au Maroc, pour essayer de préciser les caractéristiques gériatriques de ces patients, quand on sait que ces caractéristiques doivent être adaptées aux langues locales, adaptées aux spécificités, aux habitudes de nos patients pour que ces caractéristiques puissent être prises en compte. En ce qui concerne les complications métaboliques, le coma acidocétosique reste toujours au devant de la scène, avec une mortalité très élevée qui peut atteindre même 35% au Kenya, simplement à cause du coma inaugural, toujours un état diagnostique, coma inaugural, mortalité élevée, avec comme facteur déclenchant le plus souvent un accès paludisme. Alors qu'on le sait, l'accès paludisme est beaucoup plus rare au Maghreb. Excusez-moi. En ce qui concerne les complications infectieuses, la tuberculose connaît aujourd'hui une résurgence à cause de l'association diabète et VIH. On parle également de triple fardeau, diabète de type 2 ou de type 1, infection rétrovirale et tuberculose. Ce qui va majorer donc le risque, l'association diabète VIH va majorer le risque d'avoir la tuberculose. Alors, quand on regarde bien, quand on s'intéresse à cette association, il s'agit en fait de deux affections que tout sépare, notamment l'infection à VIH est une maladie infectieuse transmissible, alors que le diabète est non transmissible. Il s'agit là d'une infection généralement aiguë, mais qui peut évoluer sur le mode chronique. Là, il s'agit d'une maladie chronique. Une affection stigmatisante, alors qu'ici, elle est mieux acceptée. Une maladie qui touche les sujets jeunes, alors que là, il s'agit de sujets âgés, même s'il y a un rajeunissement de plus en plus de la population diabétique. Et les complications même du traitement du VIH, des antirétroviraux, vont être à l'origine de l'hypodystrophie, comme on le voit ici, tant chez l'homme que chez la femme, avec aussi les possibilités de l'hypoatrophie. L'incidence également de troubles métaboliques, notamment un syndrome métabolique, qui apparaît de façon précoce et de façon relativement fréquente. Malheureusement, les réponses à ces deux affections sont différentes encore sur nos tropiques. L'infection à VIH-Sida bénéficie d'une mobilisation sans précédent, d'une coordination des financements, de la standardisation de la lutte, d'une décentralisation de la prise en charge et d'une gratuité des soins, ce qui n'est pratiquement pas le cas pour la plupart des pays africains dans notre contexte. En ce qui concerne les complications dégénératives, ces complications dégénératives sont très variables et on le voit ici sur ce travail réalisé par Kenyé qui a fait un peu une revue de la littérature de l'ensemble des travaux qui ont été publiés sur PubMed et Google Scholar. On se rend compte qu'il y a pratiquement une grande variation et les prévalences semblent un peu faibles. Mais lorsqu'on se souvient que l'hypertension artérielle est très fréquente chez les sujets diabétiques noirs par rapport aux sujets caucasiens, on se doute que les complications macro- et micro-angiopathiques devaient être beaucoup plus élevées. Il s'agit simplement soit de conditions de diagnostic, de dépistage qui ne sont pas appropriées. On fera un électrocardiogramme de repos alors qu'il faut un électrocardiogramme d'effort. On fera une protéine de 24 heures alors qu'il faut faire une microalbuminurie pour dépister les formes précoces de ces complications micro- et macro-angiopathie. En ce qui concerne notamment l'arthropathie des membres inférieurs, lorsqu'on réalise un examen de Doppler systématique, on se rend compte que cette prévalence passe à 22%. Il s'agit d'une affection asymptomatique. Le dépistage devait être réalisé de façon précoce grâce à la mesure de l'index de pression systolique qui coûte relativement moins cher qu'un Doppler couleur et pour lequel tous les services de
prise en charge du diabète devait bénéficier et faire bénéficier aux patients également. Le pied diabétique reste un véritable problème chez le sujet diabétique noir africain. L'infection reste au premier plan. Nous avons mis en place des protocoles d'antibiothérapie, mais la plupart de nos patients restent encore victimes du diagnostic tardif et de la prise en charge. Le retard de la prise en charge et le décès survient avec souvent, soit le décès est évité par une amputation ou le décès survient dans plus de la moitié des cas. Et là encore, on se rend compte que plus de 50% de ces patients sont des sujets âgés. S'agissant de la décharge, on peut trouver des moyens moins chers, donc peu coûteux, notamment ici, ces sandalettes, ce bandage, de façon archaïque, peut permettre, par une simple décharge, d'entraîner une amélioration de la prise en charge de ce pied, quand on sait que la décharge est le premier volet du traitement du pied diabétique. On note également l'émergence d'autres infections, notamment la main du diabétique. Qu'en est-il de l'organisation des soins, de la formation et de la recherche? Une partie du volet de cette prise en charge devait être destinée au docteur Bonizabila Evaris ainsi qu'au professeur Baldé, mais le docteur Bonizabila est empêché, donc cette partie ne sera certainement pas exhaustive. Nous allons d'abord nous appesantir sur l'alimentation. L'alimentation reste un véritable problème. Quand on connaît les habitudes de nos populations, avec une alimentation basée essentiellement sur les céréales, sur les tubercules et les légumineuses, quand les protéines, les légumes et les fruits ont généralement un coût important. L'alimentation est également caractérisée par sa pauvreté, avec l'insuffisance et la monotonie des repas. On parle généralement d'un repas par jour. À Abidjan, on dit que c'est la mort subite. C'est-à-dire, lorsque vous avez raté votre repas de la journée, si c'est un repas qui se prend en famille, vous allez passer une journée sans manger, donc vous attendez le repas du lendemain. Donc, la mort subite. Il y a également un problème pour les habitudes culinaires, les tabous, les interdits alimentaires, le bol alimentaire, le repas pris en commun, les pesanteurs sociales, les autres, les cérémonies, il faut prévoir suffisamment de mets pour tout le monde. Et là encore, la plupart des programmes de santé alimentaire sont tournés vers la prise en charge de la malnutrition et de ses conséquences. Concernant toujours les différents régimes alimentaires, il y a essentiellement deux types de régimes. Il y a le régime forestier ou les régions où il y a beaucoup de féculents. Vous voyez ici la banane plantain sous toutes ses formes de cuisson, les différentes variétés d'igname, le manioc, tous ces mets sont hypercaloriques. Et lorsqu'on regarde l'index glycémique de ces aliments, ils sont variables, mais cela dépend du mode de cuisson et de l'association à une sauce ou à d'autres éléments. Quand on regarde également le régime sahélien à base de farineux, c'est un régime également hypercalorique, mais également on se rend compte que lorsque ces féculents sont pris avec la sauce, l'index glycémique peut être nettement amélioré. Qu'en est-il du traitement? On le sait, les algorithmes mentionnent une prise en charge basée, centrée sur le patient. Cela est-il possible pour les pays africains? Débuter d'abord par une monothérapie, puis une bithérapie et ensuite. Nous pensons humblement qu'il faut débuter d'emblée par une bithérapie quand on tient compte du retard diagnostic, des effets indésirables des antidiabétiques oraux et de l'amendement métabolique, comme cela a été rapporté par l'UKPDS. Et cette bithérapie d'emblée pourrait être efficace et éviter les complications au long cours. Le rôle de la médecine traditionnelle ne doit pas être occulté. L'OMS rapporte que 80% de la population africaine a recours à la médecine traditionnelle et que ces tradithérapeutes peuvent être mis au service du diagnostic et de l'accompagnement en matière de prévention et de suivi. En Côte d'Ivoire, il existe déjà un programme de médecine traditionnelle. Nous notons également le danger des médicaments de la rue,
c'est la panacée dans nos pays africains. La plupart des médicaments pour les maladies chroniques sont un peu partout, ils se vendent un peu au marché, un peu partout. L'éducation thérapeutique, nous insistons sur la MAP Conversation, qui permet aux patients illettrés et aux enfants de pouvoir bénéficier d'une éducation importante. Nous insistons également sur la décentralisation de la prise en charge, la pénurie des médecins généralistes, ainsi que la prise en charge qui doit être précoce, doit permettre la formation des médecins généralistes qui sont en province, la mise en place d'aides nutritionnistes, diététiciens, d'éducateurs et puis de manuels de formation. S'agissant de l'organisation de la recherche sur le diabète, plusieurs sociétés savantes existent. La Société francophone africaine du diabète, l'African Diabetes Congress, la Société africaine d'endocrinologie, métabolisme, nutrition, Diabète Académie pour les jeunes chercheurs et les rencontres afro-maghrébines qui ont eu lieu récemment en France. Nous insistons également sur le premier congrès de la Société africaine d'endocrinologie, métabolisme, nutrition qui a eu lieu à Abidjan, à laquelle le professeur Belkadi et le docteur Lassane étaient représentés, et le Maroc a fait plus de 15 communications. Le Maroc était véritablement représenté. On a mis en place une revue et un site web pour promouvoir l'interconnexion entre les sociétés savantes. L'organisation également de la formation en diabétologie passe par la mise en place de ces diplômes d'études supérieures de spécialité en Côte d'Ivoire et au Mali qui ont permis de former aujourd'hui plus de 50 endocrinologues. Ce sont les premiers qui ont été formés en Afrique, au sud du Sahara. Et puis, les endocrinologues pédiatres, les pères éducateurs, les parents médicaux, qui seront pratiquement les seuls à même de contribuer à une décentralisation réussie. S'agissant de la prévention et du dépistage du diabète en Afrique, nous insistons sur la promotion de la prise en charge des patients en famille, donc le rôle de la famille au niveau primaire dans la gestion des maladies chroniques non transmissibles pour un changement de mentalité et une prise en charge précoce sera pratiquement la seule issue pour pouvoir venir à bout de cette épidémie et profiter des journées mondiales du diabète ou de la santé pour organiser des campagnes de sensibilisation de masse et cela à coût limité en ciblant toutes les couches des populations. Que pouvons-nous dire donc en conclusion? Le diabète est un véritable problème de développement en Afrique subsaharienne. On l'a vu, le type fardeau. Le diagnostic est malheureusement trop tardif et la mortalité reste toujours élevée, d'où l'intérêt de la prévention. On a noté également les présentations atypiques qui représentent 10 à 25%, dont l'éthiopathogénie reste encore à déterminer. Et puis enfin, l'organisation des soins, la formation et la recherche qui passe nécessairement par un partenariat nord-sud, mais surtout sud-sud, comme c'est le cas actuellement. C'est à cette seule condition que nous pensons que l'Afrique réussira la traversée du désert sans ce type fardeau que nous avons dit tantôt. Nous vous remercions.